La Méditerranée est peuplée de créatures fascinantes et mystérieuses. Les mammifères marins. Ces animaux majestueux sont de lointains cousins qui ont abandonné la terre ferme il y a bien longtemps, mais qui continuent de venir respirer à l'air libre. Ils traversent alors la frontière qui sépare nos deux mondes et nous pouvons parfois les apercevoir. Pour aller à la rencontre des cétacés, nous embarquons à bord de la mission Explore Pélagos, un projet scientifique mené par l'association Miraceti. Pendant 3 semaines, nous partons à la découverte du sanctuaire Pélagos, une zone dédiée à la protection des mammifères marins, mise en place par les gouvernements italiens, monégasques et français. Les objectifs de la mission : collecter des données pour améliorer nos connaissances sur les cétacés et sur l'impact des activités humaines. Au cours de notre voyage, nous effectuerons plusieurs escales. Un moyen de réunir les différents acteurs de la conservation des cétacés, mais aussi de partager les connaissances acquises sur eux au plus grand nombre afin d'améliorer leur protection. Chacune de nos journées commence aux aurores. Ce matin-là, nous recevons la visite d'un groupe de dauphins bleus et blancs, facilement reconnaissables à la flamme blanche que l'on peut voir sur leurs flancs. Première observation de la semaine. C'est un petit groupe sympa, on a une belle mer donc c'est chouette. Donc dans cette observation-là, on avait 2 individus qui étaient vraiment petits. Donc on se demandait si c'était pas des nouveau-nés. Donc j'ai juste sorti l'appareil pour essayer de prendre des photos et voir si on voyait les plis fétaux. C'est vraiment des plis qu'on voit sur la peau. Ça nous indique que c'est des nouveau-nés en fait, qui viennent de sortir du ventre de la mer. Et donc ils ont encore les traces des plis qu'ils ont quand ils sont recroquevillés dans le ventre. Quand on observe des jeunes et ou des nouveau-nés dans un groupe, ça va nous apporter différentes informations, notamment sur la période de reproduction en fait, de l'espèce. Là, en octobre, donc si on a des jeunes qui ont moins d'1 an, ça nous donne de l'information sur à peu près quand est-ce aussi ils sont nés. Ça nous donne surtout aussi l'information qu'il y a des jeunes dans cette zone. Donc c'est une zone qui est assez importante, qui va être aussi riche pour que la mère puisse s'alimenter correctement et pouvoir nourrir son petit. Les dauphins bleus et blancs sont l'une des 8 espèces de mammifères marins que l'on retrouve toute l'année au sein du sanctuaire Pélagos. Parmi ces espèces, on retrouve également le rorqual commun, le cachalot ou encore le grand dauphin. Contrairement aux autres cétacés du sanctuaire, le grand dauphin est régulièrement présent à proximité des littoraux. Un habitat partagé entre l'homme et l'animal qui permet aussi d'observer leurs interactions. Quand on est en observation sur des cétacés, on va noter donc les activités humaines qu'il y a autour. Ça va être plutôt surtout les bateaux qui vont interagir en fait avec les dauphins afin de voir un peu quel est le comportement des animaux. Est-ce qu'il y a un changement de comportement, même vis-à-vis de notre bateau, on va toujours noter est-ce qu'il y a de l'indifférence, est-ce qu'il y a de l'attraction ou plutôt de la fuite. Et c'est pour voir un peu justement quel est l'impact que les activités humaines peuvent avoir sur eux. Est-ce que le comportement change ? Est-ce qu'on les dérange vraiment ? À quel point ? Sur le bateau, une journée entière se résume parfois à scruter l'horizon et la patience est une qualité indispensable pour les observateurs que nous sommes. Toutefois, certaines rencontres peuvent faire s'évanouir ces longues heures d'attente en quelques secondes, à la faveur d'un souffle ou d'une nageoire aperçue au loin. On vient d'observer 2 baleines avec de cuvier, donc espèce très rare. C'est la première fois qu'on en voit, au moins là, cet équipage-là, donc trop content. Et je les vois plus. C'est une espèce qui peut rester jusqu'à 3 heures sous l'eau, donc c'est vrai que de les voir en surface, c'est assez rare. Détentrice du record d'apnée et de profondeur chez les cétacés, la baleine à bec de Cuvier peut plonger jusqu'à 3000 mètres de fond. Lorsqu'elle remonte à la surface, elle est particulièrement furtive, ce qui la rend difficile à observer. Autant chercher une aiguille dans un champ d'oursins.
Bien qu'éphémères, ces rencontres apportent de précieuses informations. Grâce aux photos prises par l'équipage de l'expédition, il est possible de reconnaître les individus à l'aide de marques distinctives comme les taches et les cicatrices. Ces données seront croisées avec celles obtenues au cours des précédentes missions. Les scientifiques pourront ainsi mieux comprendre les déplacements des baleines et identifier les différents groupes qui vivent au sein du sanctuaire. Les moments partagés avec les cétacés sont souvent brefs et selon les espèces, ils peuvent être extrêmement rares. Pour en apprendre plus sur ces animaux discrets, il faut parfois redoubler d'inventivité et tendre l'oreille. Le bateau est à l'arrêt, donc les moteurs coupés, parce qu'on fait une écoute hydrophone. Donc, c'est-à-dire qu'on veut écouter tout ce qu'il y a comme bruit sous l'eau. Les cachalots sont teutophages, donc c'est-à-dire qu'ils s'alimentent de calamars. En général, c'est les calamars géants, ce qu'on entend dans les histoires. Et donc les calamars, on les retrouve pas mal au niveau du talus, donc entre 200 et 1000 mètres de profondeur, et notamment au niveau des canyons. Et le cachalot sert bien des canyons pour chasser, parce que quand il va envoyer ses clics, ça va faire des ondes qui vont se répercuter sur les calamars, sur les roches, et comme ça, en fait, il arrive après à localiser ses proies. En surface, ces géants des mers ne nous donnent accès qu'à une infime partie de leur vie. Mais grâce à l'hydrophone, nous parvenons à capter des moments privilégiés. Dans le noir complet, à près de 1000 mètres de profondeur, les cachalots chassent. Mais les clics ne sont pas toujours audibles pour les scientifiques. Très souvent, l'hydrophone est saturé par des bruits parasites. Là, ce qu'on entend, c'est le bateau qui est le gros porte-conteneur qui est en train de passer à moins de 1000 mètres de nous. On entend le bruit de la cavitation des hélices. Autant dire que s'il y a des cétacés, c'est assez compliqué de les détecter en plus de ce bateau. Un brouhaha assourdissant et incessant dont nous avons pu être les témoins tout au long de la mission. La menace la plus sérieuse, et qui n'est donc pas à négliger, c'est la pollution sonore. Parce qu'il faut savoir que les cétacés, en fait, ils se servent de la communication, de vocalises, du son donc, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'alimenter. Toute leur vie, en fait, est dirigée par le son. Donc dès qu'on a une pollution sonore, qu'on a trop de bruit sous l'eau, de par les bateaux qui passent, de par des essais, par exemple, militaires, etc., ils vont être impactés, ils vont plus pouvoir communiquer, ils vont plus pouvoir s'alimenter. À court terme, la menace qui est la plus importante et qui est vraiment impactante pour les cétacés, ce sont les collisions, parce que c'est un impact létal. Au-dessus de 10 nœuds, donc à peu près 20 km/h, une collision entre un navire et un grand cétacé, c'est létal et ils vont mourir. C'est la première cause de mortalité d'origine anthropique pour les grands cétacés dans le monde, en Méditerranée et aussi dans le sanctuaire Pélagos. Amputé de sa nageoire caudale et après une longue agonie, le grand rorqual Flöcker est devenu l'un des symboles de menaces d'origine anthropique. Mais combien d'autres cétacés ont été victimes de collisions, de filets abandonnés ou de captures accidentelles sans avoir été filmés ou sans s'être échoués à la vue de tous? Combien ont disparu sans que nous prenions la mesure de l'hécatombe? Les menaces qui sont moins visibles et qui peuvent aussi avoir un impact à court terme, mais aussi à long terme, c'est tout ce qui va être les pollutions plastiques, notamment les microplastiques, et aussi les pollutions chimiques, biologiques. Par exemple, au niveau des plastiques, nous, on voit tout ce qui est macrodéchets en surface, sur l'eau. Donc là, ça va avoir un impact à court terme parce que ça va gêner dans tout ce qui est alimentation. Ça va faire des occlusions au niveau de l'estomac. Par contre, tout ce qui est microplastique, donc on va dire les petites molécules, là, ça va rentrer dans l'organisme, dans tout son système en fait, et ça va avoir un impact sur le long terme, sur le côté reproducteur de l'animal, mais aussi au niveau du cerveau. Ça va les perturber, et donc c'est quelque chose qui n'est pas visible là actuellement, mais quand on fait des analyses, on se rend compte que tous les animaux sont contaminés, sans distinction, que ce soit espèce ou individu, et là on va avoir un impact après sur le long terme et sur le futur de la population. Bien qu'elles soient souvent peu visibles, les menaces qui pèsent sur les mammifères marins sont nombreuses et de plus en plus préoccupantes en Méditerranée.
Face à ces nouveaux défis, nous nous réunissons à chacune de nos escales dans les 3 pays signataires de l'accord Pélagos. L'objectif de ces réunions, réfléchir à des pistes d'amélioration de la conservation des cétacés aux côtés des différents acteurs du sanctuaire. Pour protéger les cétacés, concrètement, ça demande tout d'abord une prise de conscience générale. Sur les 8 espèces résidentes en Méditerranée, 5 espèces sont classées comme en danger. Ce sont des espèces qui mettent du temps à se reproduire. Et donc aujourd'hui, il est vraiment primordial qu'on prenne conscience de leur fragilité et du rôle indispensable qu'ils ont en fait dans la préservation de l'écosystème marin et de la Méditerranée. C'est toujours un problème de cohabitation entre les activités humaines et entre cette nature qui est là, qui est belle et qu'on a envie de protéger. Et donc voilà, essayer de travailler avec tous les acteurs, que ce soit les pêcheurs, on voit ce matin, le whale watching, avec des scientifiques, avec des organisations comme Ecobams par exemple. Voilà, tout ce petit monde, on a tous le même objectif en fait. Alors à différents niveaux, mais voilà, l'idée c'est dans ces réunions de partager pour avancer dans le même sens. Dans ce sanctuaire Pélagos, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un sanctuaire transfrontalier. Donc imaginez, ces 3 pays qui se sont mis ensemble pour dire bon ben voilà, on a une richesse qu'on partage et au-delà des frontières, on va essayer de travailler ensemble. I think that the ocean is still known as a swimming pool by the people. So they use the sea to go and swim and sunbathing, but it's seen as an empty swimming pool that can be used, and there is no knowledge at all about all the life there is inside in the sea. Because I see from the terrestrial point of view, it's a bit different, because if I talk to people about lions, tigers, elephants and pandas, they all know what I'm talking about. While when you go to the institutions and talk to them about the rhesus dolphins or the Cuvier's beaked whale, for them it's nothing, it's like unicorns. So actually the main problem I think is that this knowledge is lacking from all the level of the population. Pourquoi on a besoin de données scientifiques solides? Elles nous permettent de définir le cadre dans lequel on va rédiger ces réglementations. Forcément, il est possible que la réglementation soit attaquée par des activités qui pourraient s'opposer à la protection des mammifères marins, d'où l'intérêt de pouvoir justifier en fait les réglementations qu'on a prises. Pour nous, le sanctuaire Pélagos, c'est une zone pilote où on peut mettre en place des mesures et voir si ça marche réellement et voir si on peut les transposer dans d'autres régions de Méditerranée, voire de mer Noire. Donc pour nous, c'est vraiment très important. Et on a au sein de Pélagos des scientifiques et des ONG qui sont très actives et qui nous servent vraiment à pouvoir avancer dans la conservation. Des mesures sont déjà mises en place pour établir une cohabitation pérenne entre les hommes et les mammifères marins. Afin de limiter les collisions entre les cétacés et les grands navires, 39 bateaux ont été équipés d'un dispositif de surveillance. Donc là, on a le système REPSET qui est installé à bord de ce bateau. Donc on va voir la position du bateau ici à Bastia et le point d'arrivée, donc qui sera ici à Marseille. Là, on voit qu'il y a des observations précédemment qui ont été enregistrées. Donc par exemple, ici, on a un rorqual. Donc il y a un individu qui a été observé le 29 septembre à 9h54. Ça donne des informations comme ça sur les grands cétacés que l'on peut observer, aussi sur des petits cétacés. Et quand nous, avec le bateau, on va arriver à proximité de cette zone-là, on va avoir une zone de vigilance avec un cercle rouge qui va s'afficher autour, où on devra faire encore plus attention à la présence des cétacés, donc soit éviter la zone, soit réduire notre vitesse. Une meilleure protection des cétacés passera également par l'action de tous. Sur le port de Bastia, nous avons donné rendez-vous à l'association Mare Vivou, une association de protection de l'environnement. Aujourd'hui, la mission des bénévoles consiste à sensibiliser les passants à la problématique de la pollution plastique. Alors tu vois par exemple, ça c'est tout ce qu'on a retrouvé sur la plage de Tientori. Quand on arrive sur la plage, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de déchets. Et en fait, quand on soulève un peu les galets, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de microplastiques. Et on peut avoir l'impression au début que c'est du sable, mais tu vois, si tu regardes bien, ça fait vraiment des toutes petites billes de plastique qui ont vraiment la taille du sable. Et ça a été ramassé en 3 coups de pelle, quoi. C'est impressionnant. On est dans le cadre d'un projet
au sein du Sanctuaire Pélagos, donc qui est un accord international. Et ces deux thématiques-là de pollution plastique et des cétacés, qui sont des espèces mobiles, qui ne connaissent pas les frontières. Et le plastique, c'est pareil, en fait, il se retrouve en mer et en fait, il va partout et il ne s'arrête pas à un pays. Donc ce qui est intéressant en sensibilisation, c'est que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'entendre ces choses-là, etc., qu'on rencontre. Et du coup, ça crée des échanges hyper intéressants et ça nous permet nous aussi de prendre du recul, de se dire « Ah oui, ok, mais en fait, c'est pas acquis pour tout le monde, loin de là. » Donc on se rend compte qu'il y a un manque à ce niveau-là. Et c'est hyper intéressant les échanges en fait, qu'il y a avec des gens qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer autrement, quoi. Au cours de la mission Explore Pélagos, nous avons navigué sur plus de 200 miles nautiques, soit environ 400 km. Nous avons pu observer 363 cétacés, dont 52 grands dauphins, 305 dauphins bleus et blancs et 6 baleines à bec de cuvier. 194 bateaux en navigation ont été recensés. Et nous avons ramassé et identifié 116 déchets flottants à la surface, de nature et de provenance très diverses. Un mélange d'aventures humaines et de missions scientifiques, réunis dans une quête insatiable de curiosité et de protection du vivant. Ils sont juste devant.